Bonjour et bienvenue à cette session dédiée aux trackers. Comment investir de façon responsable? Je suis avec Bertrand Alfandari de BNP Paribas. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous et à toutes. Alors Bertrand, je te propose de te présenter, de nous dire ce que tu fais donc sur les trackers au sein de BNP. Alors, c'est BNP Paribas Asset Management, c'est une filiale de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas, c'est-à-dire que nous gérons des fonds communs de placement ou des SICAV. Et là, moi, je m'occupe en particulier du développement de l'activité ETF ou des trackers. Donc, on va évidemment revenir sur cet horrible acronyme anglais qui est ETF, plus connu sous le nom de tracker en France. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les trackers à Bertrand, c'est un grand spécialiste reconnu de la place. Ce que je voulais dire, c'est effectivement, les trackers, c'est un sujet important chez nous. C'est une façon simple de pouvoir passer des ordres, de pouvoir suivre des indices et également aussi de pouvoir investir de façon responsable. On va voir tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un premier tour d'horizon sur le fonctionnement des trackers. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont les questions principales qu'on peut se poser? On ira sur le site EasyBourse pour voir comment on passe un ordre, les questions qu'on peut se poser au moment du passage d'ordre. Est-ce qu'on peut passer son ordre comme sur une action? Quel est le canet d'ordre qui est présent? Et puis après, on ira plus dans le détail sur les solutions d'investissement responsable que vous pouvez avoir. Alors, j'ai déjà une question, BNP Paribas, pourquoi vous êtes la Banque Postale et pourquoi BNP Paribas? Effectivement, il faut bien faire la distinction entre les agences et l'offre banque de BNP Paribas et l'offre sur des produits structurés qui s'adressent à tout le marché, qui est même adressé au monde entier. Et comme c'est des produits attractifs et intéressants, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire un zoom dessus aujourd'hui. Alors, allons sans plus attendre sur le programme. Donc, un ETF, un tracker, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Oui, c'est la même chose. En tout cas, en France, c'est la même chose. Ce n'est pas forcément le cas en Allemagne ou en Grande-Bretagne, parce que tracker peut vouloir dire autre chose. Alors, ETF, c'est un acronyme. Donc, E, c'est pour exchange, c'est un nom anglais qui veut dire échange. Donc, c'est une place de cotation. Traded, c'est qui se traite. Et F, c'est pour fund. Donc, pour faire la traduction mot à mot d'ETF, c'est un fonds qui se négocie en continu sur une bourse. Et on appelle ça aussi tracker. Et pourquoi tracker? C'est également un mot anglais. Il y a beaucoup de mots anglais en gestion d'actifs. Parce que tracker, c'est très simple, ça traque, c'est-à-dire que ça suit à la trace la performance d'un indice. Donc voilà, pour dire les choses tout simplement, un ETF ou un tracker est un fonds qui est coté en continu sur une bourse, en l'occurrence pour les investisseurs français, il s'agit d'Euronext Paris, et qui va répliquer à la trace, aux frais de gestion près, la performance d'indices qui sont connus ou moins connus. Donc les indices les plus connus par les investisseurs français sont le CAC 40 ou l'Eurostock 50, mais on peut aussi répliquer des indices américains, des indices sur les actions des pays émergents, des indices obligataires ou des indices thématiques, et on va évidemment revenir sur les indices thématiques, puisque c'est aussi l'objectif de ce webinaire, de vous orienter sur comment on peut investir de façon responsable. Donc, on ira on fera un focus sur les indices responsables que nous pouvons répliquer grâce au tracker. Voilà, donc pour comparer simplement, il y a des fonds qui s'appellent les ETF, et il y a les autres fonds très visibles sur le site EasyBourse qu'on appelle des OPC ou PCVM. On a une rubrique dédiée aux OPCVM. Alors, d'un côté, les ETF, c'est ce qu'on appelle de la gestion passive, et les OPCVM, c'est de la gestion active. En général, il y aura un gérant qui va vouloir battre le marché, et gestion passive, c'est de la réplication. Vous faites comme le marché, comme l'indice que vous voulez suivre. C'est l'objectif du fonds. Il faut que l'écart de performance entre le fonds et l'indice qu'on réplique soit le plus faible possible. Donc, si le CAC 40 fait une performance de 10% une année, normalement, le tracker fera une performance de 10% à laquelle on va retirer évidemment les frais de gestion annuels de ce tracker qui sont généralement compris entre 0,15 et 0,40%.
de frais de gestion par an. Donc oui, effectivement, la gestion passive consiste à répliquer un indice. Le gérant, on a bien un gérant à la tête de ce fonds, mais il ne doit pas générer de surperformance. Il doit vraiment, son travail, c'est de répliquer au plus près l'indice. Donc, il ne prend pas de risque dans le marché. Il a beau avoir ses propres convictions, comme un gérant actif peut en avoir, et là, lui, il va opérer ses convictions dans sa gestion au quotidien en surpondérant certaines valeurs du CAC 40, pour reprendre cet exemple, ou certains secteurs. Ce n'est absolument pas le cas d'un gérant de tracker qui, lui, va répliquer la performance des 40 valeurs du CAC au plus près. Et même s'il a des convictions sur le secteur agroalimentaire, automobile, il ne devra jamais mettre en place de paris sectoriels ou de paris sur des valeurs au travers de la gestion indicielle. D'accord. Il y a une question là. Effectivement, vous suivez des indices, mais quid des dividendes? Effectivement, tout le monde sait que finalement, les dividendes, c'est ça qui crée de la valeur pour l'actionnaire sur le long terme. C'est une partie de la valeur d'un investissement boursier. On peut avoir 3-4% de dividendes en moyenne sur des grands indices boursiers, voire plus sur certaines valeurs ou certains indices. Là, on peut choisir un tracker qui va capitaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle des parts C du tracker, c'est-à-dire que le dividende est réinvesti au sein du fonds, ou alors on a des parts D, c'est-à-dire que le tracker distribue le dividende et là, vous allez recevoir de façon trimestrielle ou annuelle les dividendes que les compagnies qui composent l'indice vont distribuer tout au long de l'année. On ira voir sur le site EasyBourse comment on voit cette part C. Alors, je voulais juste revenir, Jean-Baptiste, si c'est possible, sur la slide précédente pour vous dire que quand on dit que c'est coté en continu sur Euronext Paris, c'est pas en continu toute la journée, c'est en continu à partir de 9h05, ça c'est l'ouverture du marché pour les trackers, jusqu'à 17h30. Donc, il y a une cotation toutes les 15 secondes et là, vous pouvez traiter, négocier en bourse, à l'achat comme à la vente, tous les trackers pendant les ouvertures du marché, c'est-à-dire de 9h05 à 17h30. Vous avez un code ISIN comme pour n'importe quel fonds. De toute façon, un tracker, c'est un fonds, c'est un OPCVM. Sa particularité, c'est qu'il réplique un indice et qu'il est coté en continu, ce qui n'est pas le cas des autres fonds. Donc, il y a un code ISIN, il y a un code mnémonique, et puis ensuite, vous avez des frais de gestion annuels sur ces trackers qui, comme je le disais tout à l'heure, sont généralement compris entre 0,10 et 0,40%. Mais qui sont intégrés dans le produit. C'est-à-dire que l'investisseur ne les voit pas en quelque sorte. Alors, c'est quand même transparent, c'est tout sauf opaque, mais ils sont intégrés à la performance. Ils sont intégrés dans le cours du produit, c'est pas dans le cours qu'on me débite mes 0,30% à l'année. Exactement, c'est-à-dire que s'il y a 250 jours de bourse sur l'année, 250e des frais de gestion seront impactés sur la performance quotidienne du fonds. D'accord, et on a vu donc c'est coté sur Euronext, marché réglementé. Oui. Et également aussi intéressant pour les clients EasyBourse, sur Euronext, ce sont les tarifications de courtage Euronext qui s'appliquent. Donc en l'occurrence, avec Easy Découverte ou Easy Premium, l'ordre de à partir de 2 € l'ordre, notamment si vous passez des ordres de 800 € par exemple. Voilà. Et on peut, grâce aux trackers, puisqu'il y a plusieurs milliers de trackers qui sont disponibles en Europe, dans le monde, il doit y en avoir entre 700 et 800 qui sont disponibles en France. Vous pouvez répliquer des indices actions internationales, français, européens, et vous pouvez aussi répliquer des indices de matières premières ou des indices obligataires. C'est-à-dire qu'on va couvrir l'ensemble des classes d'actifs grâce au tracker, comme c'est le cas d'ailleurs avec les autres fonds de gestion active. Il y a une question là. Un ETF est-il toujours sur plusieurs valeurs? Est-ce qu'on peut retrouver par exemple un ETF sur, je ne sais pas, sur Apple ou sur Samsung? Non, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que vous avez d'autres produits financiers qui s'appellent des certificats qui, eux, peuvent répliquer la performance d'une seule valeur. Ce n'est absolument pas le cas d'un fonds. Il doit répondre aux règles, à la réglementation européenne, donc de diversification de son actif. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est toujours sur plusieurs valeurs puisqu'on est toujours sur un indice et que l'indice est toujours composé de plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de valeurs. Donc, on ne peut jamais investir sur un tracker qui réplique la performance d'une matière première, ni celle d'une action. On sera toujours sur un panier diversifié et ce panier diversifié s'appelle un indice.
D'accord, donc pas de tracker directement sur l'or, mais je peux avoir 5 sociétés aurifères ou je peux avoir 5 Oui, typologies. on pourrait avoir un indice de matières premières qui réplique un indice de métaux précieux. On devra toujours au minimum avoir plusieurs valeurs au sein de l'actif du tracker. Alors, quel risque sur un ETF? Est-ce qu'il y a de l'effet de levier sur un ETF? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, c'est important hein, de parler de risque, puisque quand on va sur un produit financier, on est toujours exposé à un certain nombre de risques. Et le premier risque auquel on s'expose, c'est le risque de perte en capital. A fortiori, si on a un effet de levier, évidemment. Donc, l'effet de levier, je le rappelle, c'est le coefficient multiplicateur de la performance, c'est-à-dire pour une performance de 1% de l'indice, si j'ai un effet de levier de 2, ce qui est l'effet de levier maximum qu'on peut avoir sur un tracker, j'aurai une performance de 2%, mais ça joue dans les deux sens. Donc évidemment, si l'indice perd 1%, je perdrai 2% sur un tracker avec effet de levier. Donc oui, on peut avoir un risque du fait de l'effet de levier sur certains trackers. Ça ne concerne qu'une toute petite partie des trackers. Et chez BNP Paribas Asset Management, nous n'avons pas de tracker avec effet de levier. Donc, toute notre offre réplique la performance des indices sans effet de levier. Mais on peut avoir effectivement ce risque supplémentaire dû à l'effet de levier. Donc, le risque de perte en capital, le risque de change, ça c'est très important. Il faut bien le prendre en considération dès lors que vous investissez sur des indices qui sont hors de la zone euro. Donc, si c'est du franc suisse, de la livre sterling, du dollar, peu importe de la couronne suédoise, quand on va sur des indices européens ou des indices américains ou les marchés émergents ou des indices japonais, évidemment, on s'expose à un risque supplémentaire qui est le risque de change, sauf si l'ETF est couvert contre le risque de change, et il existe un certain nombre d'ETF couverts contre le risque de change. Et le risque de liquidité, alors qu'est-ce que c'est? C'est le risque d'avoir un manque de liquidité sur l'actif sous-jacent. Je m'explique, l'actif sous-jacent, donc c'est l'indice. Le CAC 40 est un indice très liquide. Il y a des volumes quotidiens qui sont très importants, donc il est réputé liquide. C'est pareil pour le S&P 500 qui est l'indice phare américain. Mais on peut se retrouver sur des indices un peu plus exotiques qui sont investis sur des valeurs technologiques, par exemple en Europe de l'Est. Et là, dans ce cas-là, les volumes d'échanges sur ce marché seront moindres, seront moins élevés. Et donc, du coup, la liquidité est plus faible. Et si la liquidité de l'indice est plus faible, la liquidité de l'ETF va être plus faible par ricochet. Mais on va y revenir tout à l'heure avec un exemple concret. Et le risque de contrepartie? Alors, le risque de la contrepartie, c'est le risque qui existe sur n'importe quel établissement bancaire qui propose des produits financiers. C'est le risque de défaillance de cet établissement, donc en l'occurrence BNP Paribas SA, à chaque fois que vous avez un placement d'une société de gestion ou d'une banque. On s'expose à un risque de contrepartie de défaillance de cette société. Donc, effectivement, les ETF, c'est un sujet important et de plus en plus important à ce qu'on peut voir notamment et auprès aussi bien des professionnels que des particuliers. Oui, alors je dirais surtout auprès des institutionnels, des investisseurs professionnels, on va dire. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement que des institutionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché qui croît énormément. Donc là, on vous a mis le graphe. Désolé, il y a quelques termes en anglais, mais tout ça pour vous dire que depuis 10 ans, on a une croissance quasiment de 18% par an du secteur des ETF. Depuis le début de l'année, on a une croissance de quasiment 19% en Europe. Ça, ce sont des chiffres sur l'Europe. On a un peu plus de 1700 ETF qui sont proposés aux investisseurs en Europe. Et c'est vrai que la plupart des encours sont détenus par des investisseurs professionnels. Donc, ce sont des caisses de retraite, des mutuelles, des fonds de pension, des banques privées. Des fonds aussi, parce qu'on a parlé de gestion active tout à l'heure avec les OPCVM. C'est vrai que les gérants de fonds investissent aussi sur les trackers, donc à titre professionnel. Et il y a une partie d'investisseurs particuliers grandissante dans ces statistiques, mais on estime aujourd'hui que c'est à peu près 15% des encours qui sont détenus par les investisseurs particuliers. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus de 50% des encours qui sont détenus par les particuliers. Donc, il y a un potentiel de croissance encore très important sur ces ETF en Europe. D'accord. Chez Zibourse, on a un peu plus de 10%, donc on a un potentiel de croissance. C'est vrai que c'est simple à faire, c'est simple à suivre, c'est simple à comprendre.
Donc là, on l'a dit, hein, on peut négocier ça effectivement sur toute la journée. L'exécution, effectivement, donc c'est immédiat ou C'est quasiment immédiat, quelques microsecondes, vous passez votre ordre. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous négociez en bourse un tracker exactement de la même manière que vous allez négocier une action. J'imagine que les frais de courtage sont… C'est comme sur une action. Comme sur une action. En fait, tout ce qui est chez eBourse coté sur Euronext, ça peut être une action, ça peut être Michelin, Total, ou ça peut être un tracker, par exemple, ou encore ça peut être un certificat, un Varan, un turbo. Tout ce qui est coté sur Euronext, un, est réglementé, deux, a nos frais de courtage tels qu'on les affiche, hein, c'est-à-dire à partir de 2 € l'ordre, notamment sur Easy Découverte ou Easy Premium. Et donc là, vous allez passer votre ordre de bourse en disant, ben voilà, je veux acheter pour 3 000 € du tracker sur le CAC 40. Et donc, vous allez passer votre ordre soit au prix du marché, soit à un cours limite, exactement comme vous le feriez pour la négociation d'une action. Voilà. Alors, à la limite, ce qu'on peut aller voir, c'est aller sur le site EasyBourse, peut-être pour voir un petit peu comment ça se présente. Parce que c'est vrai que sur le site EasyBourse, eh bien, ces produits-là sont mis en avant. Attendez, effectivement, il faut effectivement que je me remette sur ma page de mon site EasyBourse. Hop. Alors, attendez une quart de seconde. Hop, hop, hop. EasyBourse, voilà. Excusez-moi pour ce petit réglage. Et voilà le site EasyBourse, et on a effectivement une rubrique dédiée au tracker, qu'on va dans le menu. Là, je suis sur la page d'accueil, investir tracker. Il y a en premier lieu une page d'accueil qui récapitule un ensemble d'informations sur les trackers, avec notamment un petit peu de contenu, d'informations, qu'est-ce qu'un tracker. Et puis, il y a un moteur de recherche, alors simple ou encore avancé, où là, je peux peut-être faire des recherches encore un peu plus techniques. On peut aller chercher, par exemple, l'ETF. Et voilà, par exemple, là, tout simplement, par exemple, je cherche un tracker sur BNP, et je peux faire promoter. Je peux donc mettre BNP, puis bien sûr, mettre PEA, et voir déjà tous les trackers de BNP éligibles au PEA. Et là, j'en ai, a priori, j'en ai déjà au moins une bonne oui, il y a à peu trentaine. près 2 tiers de notre gamme qui sont éligibles au PEA. Et petite parenthèse, ce ne sont pas que des trackers investis sur les actions françaises ou européennes qui sont éligibles au PEA. Vous pouvez aussi investir sur des trackers qui répliquent des indices américains et vous pouvez les loger dans le cadre de votre PEA. C'est vrai qu'en général, dans un PEA, on ne peut investir que sur des actions qui sont de l'Union européenne. Tout à fait. Alors là, je vois même du Japon, là. Oui, il y a du Japon. On peut aller sur les valeurs américaines. Je peux m'exposer au Japon, je peux m'exposer au marché US avec un PEA et avec le moyen aussi simple qu'un tracker. Voilà, exactement. Dans notre gamme éligible au PEA, on a des trackers sur le CAC 40, sur des indices euros, donc c'est l'Eurostoxx 50, c'est les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. Vous avez l'Europe aussi, donc avec des indices Stoxx Europe 600, et puis après on peut aller sur les marchés émergents, on peut aller sur le Japon. Alors tous ne sont pas éligibles au PEA, et on peut aller également sur le S&P 500. Donc là je fais aussi une petite aparté sur le… J'y allais là. Voilà, alors sur on peut le trouver facilement, il y a un petit tableau en bas qui récapitule les principaux produits. Et donc là, on voit qu'il est éligible. On voit qu'il est éligible au PEA. Ouais. Et si jamais vous avez un compte titre, on peut même faire du SRD dessus. Voilà, et donc le S&P, c'est Standard & Poor's, c'est un fournisseur d'indices américain. C'est l'indice qui est le plus traité dans le monde, qui regroupe 500 grosses capitalisations boursières américaines. Donc, c'est un indice extrêmement diversifié, beaucoup plus diversifié que le CAC 40, qui n'est que sur 40 valeurs, comme son nom l'indique. Et là, on peut effectivement acheter ce tracker, répliquer la performance de l'indice américain avec ou sans risque de change, puisqu'il y a aussi un tracker qui est couvert contre le risque de change euro-dollar et le loger dans le cadre de son PEA. Et comme on parlait de liquidité tout à l'heure, donc là, on voit le volume. Alors, on voit le volume et la fourchette. Donc, on voit ici que la fourchette achat-vente, ici, elle est en première limite. On va acheter le tracker à 12,59 €
Et 599, même il fallait à la troisième décimale. Même. Voilà, 599, donc ça c'est le prix auquel vous allez pouvoir acheter, 12,599. Et si jamais vous le vendez, vous allez le vendre 12,593 €. Donc là, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire une fourchette de cotation qui est très serrée. Et c'est d'ailleurs ce qui représente la liquidité. Tout à l'heure, on parlait, donc là on voit qu'on a 5 centimes de spread, ce qui est très, très peu. Et on voit ici que la liquidité est très forte sur ce type d'indice, puisque c'est un indice qui est extrêmement liquide. Donc, du coup, ça se répercute sur la liquidité de l'ETF lui-même. Donc, un spread très, très limité. Ce que je peux voir aussi également en dessous, là où il y a un petit descriptif, qu'il n'y a pas de TTF. Est-ce que c'est éligible à la TTF? Non. La taxe sur la transaction financière, qui est de 0,3% quand on achète par exemple du Michelin, du Peugeot, du Total. Là, je n'ai pas de TTF. Même si je prends un tracker qui a comme sous-jacent le CAC 40, par exemple. Oui. Voilà. Donc, effectivement, d'accord. Très bien. Et là, je dirais que celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, il réinvestit ses dividendes, donc il ne va pas, là c'est une part C, donc il va capitaliser les dividendes pour reprendre aussi la thématique des dividendes qu'on a abordé tout à l'heure. Donc il fera mieux que le CAC 40 que l'on voit tous les jours à la télé ou dans le journal, parce que ce qu'on voit tous les jours, c'est le CAC 40 dividendes non réinvestis. Oui, alors après, on peut avoir aussi des trackers qui vont avoir des parts C sur le CAC 40 et donc qui vont également réintégrer la distribution des dividendes dans le fonds lui-même. Ce qui compte, c'est de savoir si je prends une part C ou une part D, donc une part qui capitalise ou une part qui distribue. Souvent, on propose les deux. C'est pas systématique, mais donc regardez bien ça avant d'acheter un tracker. Est-ce qu'il s'agit d'une part C ou d'une part D? Parfois, enfin, je dirais bon nombre d'investisseurs, ça leur est égal. Mais voilà, ceux qui tiennent absolument à recevoir des dividendes doivent choisir une part D. D'accord. Alors, j'avais promis qu'on aille passer un ordre, donc on va aller voir quand même comment on passe un ordre. Est-ce qu'il y a des spécificités? Hop. Pour être très précis en live. Hop, donc je me connecte là à un compte EasyBourse. Hop, voilà, donc hop, voilà, tac. Je vais donc retourner sur ma rubrique tracker. Et puis, hop, donc là, je sélectionne par exemple mon tracker sur le Standard & Poor's 500. Et puis, si je vais sur acheter pour voir concrètement comment ça se présente, j'ai effectivement donc une fiche d'ordre, exactement comme sur une action. Je retrouve mon carnet d'ordre. Et puis, effectivement, récapitulatif, ça se place bien sur Euronext, donc réglementé, et avec les frais Euronext. Puis après, je peux dire, par exemple, je peux dire, je vais en acheter, par exemple, je ne sais pas, on va dire 50. Et j'ai toutes les façons, les types de passage d'ordre, exactement comme sur une action, c'est-à-dire à court limité. Et si je me dis, bah, tiens, je trouve que 12,6 €, c'est un peu cher, je peux mettre ma limite, par exemple, à 12 €. Je mets, voilà, je dis d'ici, par exemple, là, le 31 octobre, voilà, je suis prêt à acheter pour 50 titres qui vont me permettre de répliquer cet indice-là. Je valide. À condition que le tracker descende sur une valorisation de 12 €, puisqu'on a mis une limite. Donc ça, c'est assez intelligent pour celui qui n'est pas pressé d'investir et qui a une conviction sur le marché américain et qui se dit que les nouvelles macroéconomiques risquent de ne pas être très bonnes dans les jours ou les semaines qui viennent et que ça risque de peser sur les cours de l'indice S&P 500 et donc par ricochet sur celui de l'ETF. Et donc là, on va positionner une limite en disant je veux bien l'acheter, mais à condition que l'indice baisse au minimum de 3, 4, 5, 6%. Et là, l'ordre sera exécuté si la limite est atteinte. Donc j'attends le prochain tweet de Donald Trump. En quelque sorte. Voilà pour le passage d'ordre. Effectivement, après, je retrouve bien sûr l'ordre dans mon carnet d'ordre. Et puis, si jamais je veux changer, le modifier, etc., bien sûr, j'ai la capacité de le faire. On va retourner au support principal. On pourrait... Voilà, là c'était alors, juste... si, excusez-moi, je vais quand même profiter de ce que je suis sur notre rubrique tracker pour vous dire quand même 2-3 éléments complémentaires. Donc, vous avez vu qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour chercher un produit,
Mais effectivement, pour trouver peut-être avec un peu plus de finesse, ou comprendre avec un peu plus de finesse ces produits-là, il y a plein de liens qui vous permettent d'aller sur le site de BNP Paribas. Donc, on pourrait y aller tout à l'heure. Et voilà, donc pour peut-être mieux comprendre, mieux trouver, voir effectivement cette distinction entre dividendes, pas dividendes, voilà, on ne peut que vous inviter à utiliser de manière complémentaire les ressources du site BNP. Voilà, et moi je vous conseillerais aussi de regarder évidemment la documentation légale et marketing de ces fonds, mais aussi de visualiser les vidéos, mais je crois que certaines sont aussi disponibles sur le site d'Easy Bourse. On a mis toutes nos vidéos pédagogiques sur le site BNP Paribas Easy. Et là, pour celui qui n'a jamais investi sur un tracker et qui souhaite comprendre comment ça marche et qui n'a pas tout compris à l'issue de ce webinaire, on a différentes vidéos courtes qui durent 2-3 minutes qui vous permettent d'appréhender simplement comment cela fonctionne. Et également aussi, tant que j'y suis, vous avez peut-être dû voir qu'il y a une offre spéciale en ce moment avec justement en partenariat avec BNP Paribas. Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça vous permet, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2019, de tester tous les ETF proposés par BNP Paribas en vous faisant rembourser les frais de courtage. C'est-à-dire que ça ne vous coûtera rien en termes de passage d'ordre. Voilà. Donc, vous pouvez passer 50 ordres entre le mois de septembre et le mois d'octobre 2019 sur un produit donc BNP Paribas Asset Management, et il faut que l'ordre soit compris entre 2 000 € et 15 000 € en ordre d'achat. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre-là pour, pourquoi pas, tester le fonctionnement d'un tracker et voir comment vous pouvez compléter votre portefeuille avec ce type de produit. Voilà, retournons je pense qu'on peut passer parce qu'on a parlé de la liquidité. Là, on voit bien que la fourchette ici, elle était de 4 points de base. Donc, c'est une fourchette qui est très, très serrée. C'est parce qu'il faut… En fait, la fourchette, c'est du coût supplémentaire pour l'investissement. Mais là, on voit que le coût est relativement limité. Il y a les frais de gestion, les frais de courtage chez Easy Bourse, plus la fourchette de cotation qu'il faut rentrer aussi dans le global des frais que vous allez payer. Et là, on voit que sur des indices très liquides, et c'est le cas sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx, sur le Stoxx Europe 600, on va peut-être avoir un peu plus, mais on va être à 0,07 ou 0,08%. Donc, ça reste très limité comme coût de fourchette. D'accord. Et bien, vous précisez que il y a des apporteurs de liquidité qui sont réglementés, donc vous pouvez toujours entrer et toujours sortir avec le spread qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous ne serez jamais bloqué avec votre produit dans votre portefeuille, vous pourrez toujours le vendre. Voilà. C'est vrai que c'est très important, Jean-Baptiste. On a tendance à croire que parce qu'il n'y a pas de volume échangé dans le carnet d'ordre, on n'a pas de liquidité. Ce n'est pas vrai. La liquidité est apportée par des établissements financiers, ce qu'on appelle les apporteurs de liquidité. On travaille avec une dizaine d'apporteurs de liquidité. Donc, ils se positionnent, ils ne sont pas toujours 10 sur chacun de nos ETF, mais on a en permanence 3-4 apporteurs de liquidité sur nos fonds. Et donc, c'est eux qui vont assurer la fourchette achat-vente et vous assurer d'acheter, de vous racheter l'ETF ou de vous le vendre à n'importe quel moment de la journée en fonction de la valorisation de l'indice et non pas en fonction du jeu de l'offre et de la demande, contrairement aux actions. Les actions, s'il y a une rareté sur l'action, ça fait bouger le cours de l'action. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de volume et donc de la rareté que ça va faire bouger le cours de l'ETF. L'ETF réplique l'indice, quelle que soit l'offre et la demande sur cet ETF sur Euronext Paris. Il y a aussi une question qui dit tout à l'heure, vous n'avez pas sur le site Easy Bourse, je n'ai pas vu la date de maturité, la date de fin du produit. Alors, c'est normal. Il n'y a pas de date de fin. Non, il n'y en a pas. C'est normal. Ouais. Ce ne sont pas des produits financiers avec une date d'échéance. Ce sont des fonds qui sont ce qu'on appelle ouverts, c'est-à-dire que pas d'échéance fixe. Vous pouvez les négocier en bourse indéfiniment. Alors, il se peut parfois que des fonds soient délistés, soit parce que l'encours est trop faible, mais généralement, il y a une pérennité dans la gamme et donc il n'y a pas de date d'échéance sur ces fonds-là.
Donc, je peux l'acheter ce matin, le revendre cet après-midi. Ou dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, si tant est que le fonds existe encore. Mais bon, on existe depuis, enfin, l'activité indicielle existe maintenant quasiment depuis 20 ans. Et on a des fonds qui existent quasiment depuis 20 ans et qui existeront encore pendant les années suivantes. Alors, en termes tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait investir sur différentes classes d'actifs. Donc, en termes de questions à se poser avant de choisir un ETF, la première question, c'est évidemment sur quel type de classe d'actifs je veux investir, actions, obligations, matières premières. Une fois qu'on a dit, voilà, je veux investir sur les actions parce que c'est dans le cadre de mon PEA, il faut décider, OK, mais j'investis sur plutôt les actions françaises, les actions espagnoles, italiennes, allemandes, ou les actions de la zone euro, ou les actions européennes. Est-ce qu'il y a plus de frais de gestion sur les actions américaines que sur les actions européennes? Non, je dirais, je ne vais pas dire au contraire, mais non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas plus de frais. On va avoir 0,15% de frais de gestion, donc c'est très faible, hein, annuel sur un indice américain, le S&P 500, et on peut avoir un peu plus, 0,20 ou 0,25 sur un indice européen. Donc, ce n'est pas parce qu'on va investir sur un tracker plus éloigné en termes de zone d'investissement qu'on aura plus de frais. Donc, voilà. Donc, sur quel indice je veux investir, donc quelle zone géographique, et donc après sur quel indice, parce qu'une fois que je décide d'investir sur le marché américain, j'ai quand même plusieurs indices qui s'offrent à moi. Donc, on peut choisir l'indice phare, par exemple le S&P 500. Est-ce que je veux prendre ou non un effet de levier? Est-ce que l'ETF est éligible au PEA? Les dividendes, on en a parlé, mais c'est important. Et il y a une question d'ailleurs d'une personne qui demande comment trouver l'information. À partir du moment où vous téléchargez la fiche du fonds. Voilà, effectivement, je reviens sur le site des e-bourses pour montrer effectivement comment on voit effectivement le type de part, donc par C qui capitalise les dividendes, ou par D qui va les distribuer. Supposons qu'on aille sur ce tracker qui fait de la réplication. J'espère que c'est marqué. Du CAC 40. Effectivement, il y a le DCI, le document clé de l'investisseur. Alors, je ne sais pas si c'est le moyen le plus simple pour y parvenir, parce qu'après, quoi que si, le DCI, je pense que c'est… Alors, politique d'investissement. Bon, après, ça… Voilà, là, vous avez affectation des sommes distribuables, distribution. Donc là, l'ETF sur le tracker sur le CAC 40, on sait qu'il va distribuer les dividendes aux investisseurs. D'accord. Donc, ce sera, en l'occurrence, c'est 2 fois par an, c'est ça que j'aurai. Si je garde ce tracker-là dans mon portefeuille de Easy Bourse, par exemple, 2 fois par an, j'aurai la quote-part des dividendes qui me sera versée en cash. Exactement, sur mon compte espèce, en numéraire, mon PEA. Exactement, c'est ça. Et après, charge à vous de le réinvestir ou non. Après, ça peut être un dividende trimestriel, ça peut être un dividende annuel, ça dépend complètement des indices. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur la fiche du fonds de l'émetteur, où là, dans le nom du produit directement, on a rajouté par C ou par D. Voilà, donc effectivement, comme ça distribue, je devrais avoir une superposition assez proche de la courbe de cotation du produit avec la courbe de cotation du CAC 40 tel qu'on le voit usuellement. Exactement. Alors, donc la liquidité, on en a parlé. La négociation, pareil, on a dit que ça se négocie exactement comme une action. Et puis ensuite, on a l'allocation d'actifs. Donc, quelle allocation d'actifs je mets en place? Parce que le gros de la performance provient de la qualité de votre allocation d'actifs. Donc, combien j'ai mis, si je parle de gestion de patrimoine, combien j'ai mis en immobilier, combien j'ai mis en assurance vie, dans mon assurance vie, combien j'ai mis sur le fonds en euros, combien j'ai mis sur les fonds en actions. Donc ça, c'est cette allocation d'actifs avec les grandes familles de types d'actifs, comment ça se répartit dans le temps qui va générer la performance. Et ensuite, évidemment, la performance est également corrélée aux zones géographiques et aux types d'indices que vous avez privilégiés. Donc, avant de passer à notre deuxième partie sur l'investissement responsable, on va traiter encore une question. Est-il possible d'avoir des trackers hors Union européenne éligibles dans un PEA? Oui. On a pété tracker tout à l'heure, mais effectivement, il y a des trackers, qu'on a vu tout à l'heure, qui portaient sur le Japon.
ou qui portait sur le Standard & Poor's 500. Voilà, ou qui porte sur les marchés émergents. Oui, il est tout à fait possible de sélectionner un tracker investi sur des actions hors Union européenne et de le loger dans son PEA. Ce n'est pas le cas de tous. Parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des trackers qui répliquent physiquement et des trackers qui répliquent de façon synthétique. Ça veut dire quoi, répliquer de façon physique? Ça veut dire qu'on investit exactement les valeurs de l'indice. Donc, par exemple, si sur le S&P 500, cet indice américain, je suis en réplication physique, ça veut dire que je vais, en tant que gérant du tracker, investir sur les 500 entreprises américaine. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réplication physique. Et je peux aussi être sur de la réplication synthétique, c'est-à-dire que je ne vais pas investir dans mon fonds sur les actions américaines, mais je vais investir sur des actions européennes. Mais après, je vais faire un échange de performance entre les actions européennes et les actions américaines. C'est pour ça que je vais servir la performance des actions américaines à l'investisseur. En revanche, dans mon fonds, j'ai des actions européennes et c'est ce qui permet de rendre le tracker éligible au PEA. Donc, c'est un peu technique, désolé pour cette petite parenthèse. C'est un peu technique, mais est-ce que qu'on peut passer oui, je pense que ça, on a déjà vu. On a pu passer, mais est-ce que tout ceci est bien responsable et bien socialement utile? Voilà. Alors, tous les indices ne sont pas considérés comme étant responsables. On va voir ce que ça veut dire, responsable. Donc, responsable, c'est au sens environnemental, social ou de gouvernance. C'est ce qu'on appelle l'ESG. On peut aussi appeler ça l'ISR, l'investissement socialement responsable. Donc, le CAC 40, par exemple, n'est pas considéré comme un indice socialement responsable. Le S&P 500 non plus, mais on peut investir sur les marchés américains, sur les marchés émergents, sur les marchés européens, avec un filtre d'investissement responsable. Donc là, vous avez ici sur cette slide, il y a beaucoup de texte, mais je vais vous résumer ça en quelques mots. Donc, vous avez une gamme ISR. C'est quoi ISR? C'est investissement socialement responsable. Donc là, vous pouvez investir sur des indices actions ou des indices obligataires qui sont ensuite corrélés aux actions européennes ou aux actions japonaises ou aux actions américaines ou des pays émergents. Donc là, pour prendre cet exemple des indices actions ISR, et la méthodologie de l'indice, donc nous on travaille avec MSCI qui est un fournisseur d'indices américain qui va sélectionner ce qu'on appelle une approche best in class, c'est-à-dire qu'on retient les meilleurs élèves au sein de chaque secteur en fonction de notes sur leur gouvernance, leur impact environnemental et les aspects sociaux. Donc, il y a des analystes au sein de ce fournisseur d'indices qui vont noter chacune des valeurs de chaque secteur et ils vont retenir les meilleurs en fonction de cette gouvernance, de l'impact environnemental et du social. Donc, c'est ce qu'on appelle des indices ISR. On en a sur des indices actions comme sur des indices obligataires. Ensuite, on a l'ESG, ça reste aussi une thématique d'investissement responsable. Donc, ESG, c'est environnement, social et gouvernance. C'est assez proche de l'ISR, peut-être un peu moins, il y a un peu moins de filtres et c'est surtout plus thématique. On appelle ça des thématiques ESG. Donc là, nous proposons deux thématiques ESG, essentiellement basées sur l'environnement. Donc, la thématique du bas carbone, vous avez la possibilité d'investir sur un ETF, sur des actions européennes considérées comme les plus faiblement émettrices de CO2 au sein de leur secteur d'activité. Donc, ça, c'est le BNP Paribas Easy Low Carbone 100 Europe. Est-ce que je peux, par exemple, avoir des sociétés du pétrole, mais qui émettent moins ou d'automobiles, mais qui émettent moins de pétrole, ou c'est vraiment… Alors, on pourrait, là, ce n'est pas le cas de cet indice puisqu'il est ce qu'on appelle fossil free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie fossile dans cet indice bas carbone. Donc, pour ce fonds-là, en l'occurrence, non, on ne pourrait pas avoir d'industrie pétrolière. C'est les meilleurs de leur secteur tout en excluant tout secteur exactement. Très
considérés comme étant polluants. Pour l'économie circulaire, ça c'est un nom dont on entend pas mal parler actuellement, parce qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées en France et en Europe. Donc l'économie circulaire, nous avons lancé en mai un ETF qui réplique un indice mondial. Donc là, ce sont 50 entreprises. Voilà. Donc là, 50 entreprises sur l'économie circulaire. Donc là, c'est quoi l'économie circulaire? Ce sont les entreprises qui adoptent un nouveau modèle économique. Le modèle économique actuel, on l'appelle le modèle économique linéaire. Ça consiste à produire, à consommer, à jeter et à gérer les déchets, mais de façon assez aléatoire. Et finalement, il y a des entreprises qui mettent en place tout un tas de procédures, de politiques, de gestion des déchets, d'éco-conception, de fabriquer non pas comme un objet à usage unique, mais comme un objet qui peut servir à plein de gens. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les plateformes de partage, tout ce qu'on appelle le leasing, a aussi également proposé des systèmes de réparation et de transformation des objets pour leur assurer une seconde vie. Donc, tout ça, c'est ce que l'on appelle, à recycler évidemment, l'éco-conception. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Et donc, cet indice-là sur l'économie circulaire va sélectionner 50 entreprises internationales sur la base de leur participation active au modèle de la chaîne circulaire. Donc, qui sélectionne? Ce sont les gérants Non, c'est le fournisseur d'indices. Donc, c'est-à-dire que nous, on travaille avec des fournisseurs d'indices qui sont réputés les plus sérieux, les plus experts dans leur domaine. Donc, on peut travailler avec plusieurs fournisseurs d'indices selon le domaine sur lequel on veut. Et c'est les fournisseurs d'indices qui vont attribuer une note. Voilà, eux, ils ont à chaque société. Ils ont des équipes d'analystes qu'on appelle des analystes extra-financiers. Donc, ils vont regarder évidemment les éléments financiers des entreprises pour voir si ces entreprises sont pérennes sur un plan financier. Mais surtout, on va s'attacher, je dirais surtout et aussi s'attacher aux éléments extra-financiers, c'est-à-dire la capacité des entreprises à respecter les critères ESG, donc environnementaux, sociétaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, c'est cette équipe d'analystes au sein des fournisseurs d'indices qui a sa propre méthodologie et ses propres filtres de sélection de ces valeurs. Donc là, c'est juste un calendrier pour vous dire, voilà, pour nous, BNP Paribas Easy, c'est le nom de l'activité indicielle de BNP Paribas Asset Management. Donc, on a des fonds indiciels et des trackers. Elle existe depuis 1989. Donc, ça fait maintenant 30 ans que notre activité existe. Maintenant, elle s'appelle BNP Paribas Easy. On a lancé le fonds dont on parlait tout à l'heure sur le bas carbone. On l'a lancé il y a plus de 10 ans maintenant, quasiment 11 ans en octobre prochain. On a lancé des indices sur… Et en disant, juste pour la performance, est-ce que finalement c'est quelque chose qui permet d'avoir une performance intéressante si on compare par exemple aux grands indices? Oui, je pense qu'on a quelque chose là-dessus. Je vais vous montrer ça. C'est ici. Voilà, sur le bas carbone. Oui, tout à fait. Donc là, on voit la performance ici en haut, dans le tableau du bas. Excuse-moi, là, c'est tout faux. On voit ici la performance de l'indice bas carbone. Donc, on voit que depuis le début de l'année, par exemple, la performance ici est de 16,90%, arrêté au 30 août. Un indice d'action européenne qui n'a pas ces filtres bas carbone fait depuis le début de l'année 14,91%. Donc, ça, c'est juste sur quelques mois. Mais on va voir que sur chaque année, 2018, alors que l'indice phare des actions européennes baissait de 10,57, l'indice bas carbone, lui, ne baissait que, entre guillemets, de 7,53%. Pareil, sur 2017, on voit qu'on a de la surperformance. 2016, ce n'était pas le cas. En fait, sur tout ce tableau-là, il y a une année, c'est 2016. Oui, et 2014. Voilà. Mais si on devait avoir une performance cumulée, on sait que depuis 10 ans, l'indice bas carbone a surperformé très largement un indice action européenne qui n'a pas ces filtres. Donc, c'est vrai qu'investir, la morale, je dirais, de cette histoire et la conclusion, c'est qu'investir de façon responsable sur des indices ISR ou ESG, ça génère de la performance. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'historique pour pouvoir observer la capacité d'un fonds responsable à faire mieux
que ces pairs sans ces filtres responsables. Et c'est vrai que maintenant, sur la durée, et là, en l'occurrence, sur quasiment 11 ans, on se rend compte que oui, ça peut générer de la performance supplémentaire par rapport à des indices qui n'ont pas ces filtres. Et du risque d'ailleurs, pas uniquement de la performance supplémentaire, mais parfois un risque aussi inférieur. Donc, on améliore le couple. Alors, quels sont les fonds les plus intéressants sur l'ISR et l'ESG? Que choisir en premier lieu? Alors, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est du conseil en investissement et surtout, ça dépend de tout type d'investisseur, de son profil de risque et de sa capacité à aller prendre du risque de change, par exemple, ou à s'intéresser au marché américain. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un ETF plus intéressant que l'autre. Ce qui compte, c'est de savoir est-ce que l'on peut trouver un ETF qui répond à son besoin d'investissement. Si je veux diversifier mon PEA avec des actions américaines, je peux investir sur un indice action américaine. Si je veux investir… Donc, ce serait celui-là. Non, parce que non, ce serait le S&P 500, donc ce ne serait pas l'ISR, parce que celui-ci n'est pas éligible au PEA. Non, parce que là, on est en réplication physique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, comme on est en réplication physique, ça veut dire que le fonds détient que des actions américaines et donc là, il n'est plus éligible au PEA. Après, on peut investir sur les marchés émergents, mais ça dépend de son appétence au risque. Et après, il y a certains investisseurs, là, la dernière ligne de ce tableau, c'est le MSCI World SRI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit sur un indice action mondiale avec un filtre ISR. Certains investisseurs ne savent pas s'il faut privilégier l'Europe, les marchés émergents, le Japon, les États-Unis, et donc ils vont se positionner sur un ETF monde où la répartition est elle-même intégrée dans l'indice. Et voilà, donc là on retrouve ici sur les thématiques le bas carbone, donc c'est 100 entreprises européennes qui sont faiblement émettrices de carbone au sein de leur secteur. On retrouve également l'indice sur l'économie circulaire et on peut retrouver aussi, pour ceux qui sont un peu plus techniques, parce que ça nécessite un niveau de connaissance plus élevé, investir sur des trackers qui répliquent des indices obligataires, toujours avec ces filtres d'investissement socialement responsable. Alors, en principe, dans votre panneau de configuration, vous pouvez télécharger cette présentation, sinon je vous l'enverrai par email. Effectivement, en prenant un code ISIN, effectivement, revenir sur le site EasyBourse et retrouver facilement, bien sûr, ces produits, ces fiches de produits, retrouver facilement, effectivement, tout ce qu'il faut pour bien les comprendre. Et également aussi, ça m'intéresse qu'on aille quand même sur le site, sur ton site, pour voir de manière un peu complémentaire. Donc, supposons qu'effectivement, dans la rubrique tracker, j'ai plusieurs liens à divers endroits, mais supposons que je clique ici, par exemple. Donc là, on arrive sur le site. Donc, on va devoir, je prends la main sur la souris et sur le site. Donc, à partir du moment, donc j'arrive ici, donc je suis sur le site. Là, je dois m'authentifier. Donc, soit je suis un investisseur professionnel, soit je suis un investisseur particulier. Et donc, moi, je suis bien sur le site France en français. Je clique sur investisseur privé, c'est-à-dire particulier. Donc là, ça y est, je me suis pas authentifié, mais j'ai donné mon profil d'investisseur particulier. Et ensuite, je peux faire une recherche. Ici, le plus simple, c'est d'aller là, accéder à nos fonds. Mais sinon, avant d'y aller, là, je peux voir qu'est-ce que l'économie circulaire et cliquer sur cette vidéo qui explique en 2 minutes ou un peu plus de 2 minutes comment fonctionne et les enjeux de l'économie circulaire. Donc là, je vais retrouver pas mal d'articles ou de vidéos. Et puis, donc, j'ai la gamme ESG dont on a parlé. Donc, on a tous les fonds, actions et obligations, investissement socialement responsable ici. Les thématiques bas carbone et économie circulaire, je les retrouve ici. Là, c'est la gamme cœur de portefeuille, c'est-à-dire tous les indices connus, traditionnels comme le CAC 40, comme le S&P 500 dont on a parlé. Smart Beta, ça c'est un autre type d'indice dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont on pourra parler une autre fois, qui sont utilisés essentiellement par les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs professionnels, mais aussi par quelques particuliers plus avisés. Et puis donc, ce que je vous disais, c'est là, vous pouvez aller sur accéder à nos fonds. Et donc là, vous allez arriver sur un moteur de recherche, exactement comme si vous étiez sur le site d'EasyBourse, sauf que là, vous êtes 100% sur la gamme BNP Paribas Easy. Et donc là, je peux choisir ma classe d'actifs, je peux choisir ma région géographique,
Je peux choisir ceux qui sont libellés en euros ou en dollars. Je peux même voir en fonction des étoiles Morningstar qui donnent un niveau de qualité sur les fonds. Et puis, voilà, là, je peux cliquer sur BNP. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, sur ici, vous voyez, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, j'ai toujours ici les parts entre parenthèses. Donc là, j'ai par C. Ici, là, sur le CAC 40, on retrouve la part D. Donc voilà, et là, je peux cliquer sur le fonds, évidemment. Là, j'ai les informations synthétiques dans un tableau, mais je peux ici arriver sur la fiche fonds et qui va d'ailleurs me donner l'empreinte carbone de mon investissement. Donc, combien je consomme de kilogrammes de CO2 par an en investissant sur… Alors, en investissant quoi? En investissant 1000 euros? En investissant… Alors, là, que je ne vous dise pas de bêtises, normalement, on a bien ça ici. Alors, je crois que c'est pour 1000 euros. Mais c'est-à-dire que comment ça marche? C'est 1000 euros de la capitalisation des différentes sociétés qui rapporté à tout ce qu'émet comme carbone l'entreprise. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, on peut comparer ça par rapport à des indices traditionnels qui ne sont pas considérés comme bas carbone. Et on va peut-être voir que sur un indice action européenne classique, mon empreinte carbone de mon investissement pour 1000 euros investis va être peut-être de 20 kg. C'est exactement comme quand on consomme un billet de train ou un billet d'avion et qu'on vous mentionne votre empreinte carbone de cet achat. Eh bien, il faut aussi considérer l'empreinte carbone que nous avons en tant qu'investisseur et pas uniquement en tant que consommateur. D'accord, effectivement, l'empreinte carbone des sociétés dans lesquelles on investit et notre code-part dans leur activité. Voilà, exactement. Et puis, je reviens juste parce qu'on a parlé tout à l'heure des vidéos et comme ce webinaire a une vocation pédagogique, n'hésitez pas à aller ici sur les vidéos ou Learning Center. Donc, Learning Center, c'est un centre pour apprendre. Et là, on revient sur c'est quoi un fonds indiciel, qu'est-ce qu'un ETF, quels sont les avantages, les différentes méthodes de réplication, les différents types de risques. Et puis, vous avez également ici, toujours dans la rubrique actualité, les vidéos. Et là, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez aller un petit peu plus loin ou si tout n'a pas été clair dans nos explications. Alors, je ne sais pas si ça lance… Il y a beaucoup de vidéos aussi sur le site EasyBourse. Ou alors sur le site EasyBourse, vous allez sur les vidéos. Voilà. Et là, vous avez des vidéos sur comment trouver l'ETF qu'il vous faut. Les ETF sont-ils des instruments compliqués? Vous avez tout un tas de thématiques. C'est très ludique. Ça prend quelques minutes. Et pour ceux qui sont convaincus par la simplicité des ETF, n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. D'accord. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour globalement? Alors, je sais que le temps avance vite. Est-ce qu'on aurait oublié un ou deux éléments? Effectivement, on a parlé du site, le disclaimer, on doit le mentionner. Si vous souhaitez lire. Voilà. Donc, effectivement, profitez de la rubrique tracker sur le site EasyBourse pour déjà avoir pas mal de choses. Profitez de l'offre ordre remboursé sur le mois de septembre et octobre. C'est une vraie occasion de tester ces produits-là sans que ça vous coûte de frais de courtage à l'achat. N'hésitez pas à aller donc aussi sur le site BNP pour voir un complément d'informations pour mieux comprendre ou pour mieux faire votre choix et être un peu plus fin, je dirais, sur votre approche du sujet. Et puis, comme ce webinaire touche à sa fin, si je n'ai pas de questions supplémentaires, eh bien, il me reste d'une part à vous remercier, beaucoup tous ceux qui ont posé des questions, à remercier très chaleureusement Bertrand. Merci Jean-Baptiste et merci à toutes et à tous pour votre attention et merci pour vos nombreuses questions et merci pour vos encouragements qu'on voit défiler à l'écran. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra bientôt pour faire une nouvelle session, peut-être un peu plus thématique. Alors, si vous avez des idées, des attentes auxquelles on n'a pas répondu
sur des stratégies, sur des besoins techniques, sur des expositions à des marchés ou à des thématiques plus voilà. On sera avec plaisir, on pourra répondre à vos besoins. Écoutez, très bon après-midi à tous et à très bientôt sur le site EasyBourse. Bon après-midi. Au revoir.